Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission Roue Libre, et oui, spécial Giro. Et oui, comme le plateau le démontre, vous allez voir, c'est ce magnifique plan large tout rose. Et qui dit Giro, dit rose, dit petite casquette pour Polo avec la Gazzetta dello Sport. Comment ça va mon Polo? Regardez-le, n'est-il pas magnifique sur une petite terrasse à Bergame ou bientôt à Vérone? Paul Harrer, comment allez-vous? Est-ce que vous souhaitez parler, Paul? Bon, apparemment il va bien, donc ça les gars va. Ouais, nickel. Je reviens d'Italie, ça s'est hyper bien passé, c'était cool. J'ai plein de choses à raconter, ça va être génial. T'es beau là, hein. T'as une nouvelle casquette? Ouais, écoutez, j'étais là, il y avait plein de stands partout sur le village départ, à Saint-Vincent. À Saint-Vincent dans la Hoste. Il y avait cette petite casquette où je me suis dit ce serait un très bon couvre-chef pour commencer les émissions Roue Libre. J'ai pas hésité, j'ai acheté tout de suite. Baisse le bas de la casquette là. Et voilà. C'est mieux, c'est mieux. Il y a écrit Giro. À la Il y a écrit Giro d'Italia. Voilà. Bravo Polo pour ce couvre-chef. Bon, apparemment tu vas bien. Comment ça va toi, Robin? Un peu moins bien que Paul. J'ai passé une très mauvaise nuit à cause d'une équipe de foot qui joue en rouge et pour laquelle j'investis beaucoup trop d'énergie, de temps et d'argent. Voilà. Robin est pour Arsenal, vous l'aurez compris, qui est en deuil. Bon, vous n'avez pas existé, donc au moins t'as même pas essayé. C'est pas grave, on va faire abstraction de tout ça pendant une heure. Une mi-temps, on a existé une mi-temps. Voilà, c'est ça. La fin du Tour d'Italie approche. Richard Carapaz est maillot rose et on va le découvrir tout à l'heure dans un focus. Robin, tu nous le présenteras avec un beau portrait que vous avez fait dans Chronique du vélo. Et dans le débat qui va suivre, on va se demander si oui ou non, en fait, on vit un Giro de haut niveau. Voilà, c'est une question qui nous taraude un peu depuis le début du Giro. Moi, ça m'emmerde. C'est une vraie question que je me posais depuis quelques jours. On n'est pas d'accord avec Robin, donc ça va être intéressant de parler de ça. Ouais. Et tu auras le droit d'enlever tes lunettes oui. après le début de l'émission. Avant de parler du Giro, on fait un tour comme d'habitude de l'actualité avec les news. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Thibaut Pinot et de Romain Bardet. C'est parti. On ne l'avait pas vu depuis le Tour de Catalogne. Voilà, c'était environ fin mars. Ça y est, Thibaut Pinot a choisi le Tour de l'Ain pour revenir dans l'actualité. Et il a gagné ce Tour de l'Ain. Il l'a gagné devant qui? Il l'a gagné devant Mathias Franck et Rein Taramae. Bon, voilà, premier. Bon, une bonne reprise, Paul, pour Thibaut Pinot. Bah, ouais, une bonne reprise. Moi, je suis assez satisfait. Enfin, satisfait. Qui suis-je pour être satisfait de Thibaut Pinot sur les routes du Tour de l'Ain? Non. J'étais un peu inquiet après la deuxième étape où je ne l'avais pas vu faire de grosses différences. Il arrive au sprint, il se fait battre au sprint par Alexandre Geniez. Là, je me suis dit, quand même, quoi. On parle de Thibaut Pinot, même s'il sort d'un stage en altitude, même si il dit qu'il n'est pas en meilleure forme. Sur les pentes du Grand Colombier, il m'a vraiment rassuré. Bon, après, il ne met pas non plus une pilule à ses adversaires qui ne sont pas les meilleurs du peloton. Mais pour moi, il m'a rassuré. En plus, d'après lui, il est sur ses temps de parcours, donc il n'est pas à son pic de forme, même loin de là. Non, moi, je suis rassuré. Je suis surtout content. Dès que Thibaut Pinot, de toute façon, lève les bras en montagne, et même en France, je suis toujours très ravi. Donc ça inaugure que du bon pour et le Dauphiné et le Tour de France qui suit. Et voilà, on voit cette photo en haut du Grand Colombier. En gros, le Tour de l'Ain, c'était en 3 étapes. Sur la deuxième, c'est Alexandre Geniez qui a gagné. Du coup, il fallait gagner cette dernière étape qui arrivait au sommet du Grand Colombier. Est-ce que cette montée au Grand Colombier, toi, t'as rassuré? Oui, largement. Ou pas, Robin? Complètement, oui. Je pense qu'on pouvait difficilement être plus rassuré par Pinot. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux finalement? Il colle quand même quasiment une minute au deuxième qui est Elie Gesbert. Il ralentit, enfin il gère sa deuxième partie de montée, mais l'écart est monté jusqu'à 1,30 à un moment. Donc vraiment, quand il a attaqué, il n'y avait plus de concurrence. Tu le dis, Paul, il n'y avait pas des adversaires redoutables sur ce Tour de l'Ain, mais ça, c'est pas de la faute de Pinot. Donc finalement, il a largement fait le job. Voilà, il s'est rassuré en montagne, il a rassuré tout le monde. Et c'est une course qu'il aime bien. C'était un effort très particulier. Le Grand Colombier, c'est long, c'est quasiment 1 heure d'ascension. Voilà, il a fait le travail. Il a vraiment travaillé sur cette ascension plus que face aux concurrents qui n'étaient clairement pas de son niveau. Lui, il a travaillé, comme il l'a dit, il a monté ça par palier. Il était plus là pour continuer sa préparation plus que pour gagner une course en fait. Et je pense que c'était important pour lui de se tester. C'est pour ça qu'il a dit il est parti seul très vite, justement pour pouvoir monter à son rythme et pour continuer à travailler. On a le classement général, Ben, tu peux y aller, Erwan, vous pouvez y aller pour le classement général de cette dernière étape au Grand Colombier. Alors voilà, ça c'est le classement général. Donc il a battu Mathias Franck devant Rein Taramae et Elie Gesbert a terminé 4e. Et
Un mot quand même des autres coureurs, voilà, notamment coureurs d'AG2R ils ont terminé un peu plus loin avec Mathias Franck qui a terminé 5e de cette étape-là au Grand Colombier. Alors un mot d'Alexandre Géniez quand même et de ce Tour de l'Ain de la part d'AG2R. Il y a eu une étape qui a été gagnée, Paul. Est-ce que tu dis que pour toi ça a été un bon Tour de l'Ain pour AG2R? Ah oui, oui. De toute façon, je pense que tout le monde savait que Thibaut Pinot, ce serait pour lui l'étape reine. À partir de ce moment-là, tu savais aussi que le général, tu ne pouvais pas le jouer. Mathias Franck fait une belle montée du Grand Colombier. Moi, je trouve que finir à 1 minute de Thibaut Pinot, c'est une performance normale et même plutôt bonne pour lui, qui a quand même, qui n'a plus son niveau des années d'antan. Et après, la victoire d'Alexandre Géniez aussi. Donc oui, au-delà de ça, je ne sais pas trop quoi te dire de plus là-dessus. C'est un bon... on va dire que c'est dans la lignée de ce que fait AG2R avec les Venturini et les Nance Peters dans d'autres pays et dans d'autres régions d'Europe en ce moment. Quand on résume pour AG2R, ça fait une victoire d'étape, un podium et plus le classement par équipe qui a été gagné. Après Pinot, on parle de Bardet. Bardet au Ventoux, voilà, vous le voyez dans le synthé. Pourquoi on dit Bardet au Ventoux? Parce qu'il va participer à une nouvelle course, voilà, qui s'appelle comment? Qui s'appelle le Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Paul, est-ce que tu peux nous en parler de cette course-là? Bah ouais, moi je voulais qu'on parle de Romain Bardet qui fait cette course, déjà parce que c'est Romain Bardet et que c'est important de savoir ce qu'il fait en préparation du Tour de France. C'est quand même la course qui se déroule le 17 juin, c'est donc juste après le Dauphiné. Après le Dauphiné. C'est surprenant et en même temps c'est cool parce que je pense que cette course, dont on voit le profil ainsi que les infos, c'est une course 1.1 avec un dénivelé très important. Et j'aime bien ces courses d'un jour avec arrivée en montagne, avec beaucoup de dénivelé, avec des arrivées au sommet. Je trouve que c'est ce qui manque dans le vélo actuellement. Je ne sais pas si niveau spectacle on en aura pour notre argent, mais je trouve que ça manque ces belles arrivées sur des cols mythiques et en montée qui donnent la part belle aux grimpeurs. Je pense que c'est que la première édition, mais je pense que cette course est vouée à bien marcher. Après, peut-être que le calendrier n'est peut-être pas le bon pour des gens notamment qui préparent le Tour de France juste après le Dauphiné. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir cette course. Bon, Romain Bardet est la seule grosse tête de série qui va participer à cette course, mais ça en... C'est très Roland Garros là. Ouais. Et pourtant, Dieu sait qu'en ce moment, j'évite de regarder grâce au Giro parce que ça se passe pas bien pour nos amis français. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette course. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte. Je suis assez curieux. Mais du coup, pourquoi y participer, Robin, à cette course? Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il se fait un kiff perso parce que foncièrement, les cols, il va en avoir sur le Dauphiné. Le dernier week-end du Dauphiné est corsé. Il y a 4 cols le samedi, 7 le dimanche, il me semble. Il y a du première catégorie, il y a du hors catégorie. Il n'a pas besoin d'aller sur cette classique pour trouver des cols et pour s'entraîner. Surtout, comme tu le dis, Paul, il ne va pas y avoir une concurrence démesurée. Mais voilà, c'est une classique pour grimpeurs. Il y en a très peu dans le calendrier. Il y a Milan-Turin à la fin de la saison. Il y a le Tour de Lombardie qui est une grande classique pour grimpeurs. Ouais, mais avec des arrivées au sommet comme ça. Oui, c'est ça. C'est très très rare. C'est très très rare. Donc je pense qu'il a envie de se faire plaisir. Le Ventoux, c'est une montée que tout grimpeur apprécie forcément. Voilà, il se fait peut-être juste un kiff en fin de Dauphiné d'aller sur une course qui lui fait envie avant de poursuivre la suite de sa préparation. Finalement, c'est tellement collé au Dauphiné que ça va comme lui rajouter une étape et que ça va pas non plus chambouler sa préparation. Et puis, Polo, tu as écrit sur le tableau que ce sera retransmis sur la chaîne L'Équipe. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Après, là où ça peut rentrer en compte, c'est que c'est une course ASO avec beaucoup de moyens, retransmis sur la chaîne L'Équipe, retransmis sur Eurosport dans les autres pays d'Europe. Il y a beaucoup de moyens dans cette course. Je trouve qu'ils font les choses plutôt bien. Et forcément, ça attire l'œil des coureurs et peut-être même financièrement, il y a des choses à aller jouer là-bas pour eux. Donc, pas surpris. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là pour Romain Bardet qui a peut-être aussi besoin d'enchaîner les kilomètres en vue du Tour de France. Donc voilà, Romain Bardet qu'on retrouvera sur cette classique, on peut dire, Mont Ventoux, et qui sera juste après le Critérium du Dauphiné, et donc pour lui, juste avant le Tour de France. On parle du phénomène Mathieu Van Der Poel, alors, qui a gagné l'Amstel Gold Race, on en a pas mal parlé dans Roue Libre. Il a gagné une manche de Coupe du Monde de VTT, on le voit, cette magnifique victoire qui va à 100 à l'heure. Il courait après depuis un moment, c'était la 2e étape de Coupe du Monde, Robin. Cette fois, ça y est, il l'a. C'est enfin. ça. Il courait après depuis un moment, tu le dis. L'année dernière, il était déjà allé. Donc là, il gagne à Nové Mesto en Slovénie. Il y était déjà allé l'année dernière, il était déjà allé il y a 2 ans aussi
pour une de ses premières manches de Coupe du Monde de VTT. Il a eu des fortunes diverses là-bas et c'est finalement assez symbolique qu'il gagne sur cette manche-là. C'est phénoménal, ça vient justifier son objectif qu'il annonce dans les médias depuis plusieurs mois de participer au JO en VTT en 2020. Et surtout, ça montre que c'est un mec encore plus tout-terrain que ce qu'on pensait. Il a battu Nino Schurter, qui est la référence du VTT depuis des années, depuis que Julien Absalon est un peu sur le déclin et voilà, et ne gagne Même plus comme pendant que avant. Julien Absalon était Voilà, là, quoi. Il gagnait déjà. Hein. C'est ça, mais depuis que Julien Absalon n'est plus là, c'est vraiment le numéro 1. Et il l'a battu dans le dernier tour de cette manche de Coupe du Monde. Je pense que Schurter lui-même a été un peu surpris de le voir si fort. Impressionnant. Et ça vient, voilà, c'est... La puissance qu'il dégage après 1 heure, non, là c'était plutôt après 45 minutes de course sur un dernier tour, envoyer ce qu'il envoie dans la montée. Enfin, c'est impressionnant. Je pense que Nino Schurter derrière a explosé. On parle quand même d'un mec qui est champion olympique en titre de cette discipline, qui est 7 fois champion du monde de cette discipline, donc 4 fois de suite. Il l'a fait exploser comme si c'était moi qui essayais de suivre juste derrière. C'est assez impressionnant. Il avait fait il y a une semaine, il me semble, j'avais regardé la course aussi, une course dans la boue. Il avait déjà fait 2e derrière un Suisse. C'était en Allemagne. Et devant Sarro, Et Mathias Flückinger. Et il avait fini devant Sarro, le Français. Et c'est là, je me suis dit, bon, ok, si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après. De toute façon, est-ce que Mathieu Van Der Poel peut rater un de ses objectifs dès qu'il monte sur un vélo? Je pense que là, on a la réponse, c'est non, quoi. Ça se trouve, on en parlera peut-être dans 5 ou 6 ans. Il jouera peut-être le classement général sur un grand tour. Je pense que ce mec-là n'a aucune limite. On a sa déclat là. C'est l'une des meilleures choses que j'ai réalisées, je pense. Une des plus difficiles à faire. Je travaille depuis 3 ans et j'ai déjà remporté de belles victoires dans d'autres compétitions. Mais là, c'est autre chose. J'en rêvais depuis longtemps. Voilà, il a tout dit. Bravo à lui. C'est un phénomène exceptionnel. Et effectivement, comme tu en parlais en Allemagne, sur la première étape de Coupe du Monde, alors il y a 2 choses dans le VTT. C'est un short track qui permet une grille de qualification. Il l'avait gagné en Allemagne et il n'avait pas gagné la course. Là, cette fois, il a gagné la course, cette étape de Coupe du Monde. Donc bravo à lui. Un mot quand même des filles. Pauline Ferrand-Prévot qui retrouve un peu la forme après une opération à la jambe. Et elle a terminé 9e chez les filles. Donc voilà, bravo à elle. Dernière news avant de passer au focus. On parle de transfert. Parce que Arkea Samsic, qui a des noms incroyables qui sont annoncés là-bas. Paul, est-ce que tu crois à ces noms-là? Il y a Carapaz, Quintana, Alaphilippe. Improbable. Ouais, je ne sais pas trop comment expliquer. Emmanuel Hubert a dit qu'il avait fait une offre à Alaphilippe. Donc ça, c'est pas vraiment une rumeur, mais c'est plutôt un coup de bluff. Il a confirmé aussi les contacts avec Quintana. Il a confirmé les contacts avec Quintana. Carapaz, on ne sait pas encore. Mais je ne sais pas à quoi joue. De toute façon, ces jeunes équipes continentales pro, que ce soit EE et Vital Conseil, je ne sais pas trop à quoi ils jouent. Pas si jeune, Arkea, finalement. Ça fait un moment qu'ils sont là. Ça reste des équipes continentales qui ne progressent pas. Dans le beau montage. J'adore ces montages de B. On dirait des montages de As où tu mets Mbappé avec le milieu du Real Madrid. Mais je ne comprends pas, en fait. Ils ont des résultats catastrophiques. Leur stratégie de recrutement, elle n'est pas bonne. Je ne sais pas. Moi, je vois des équipes. Oui, après, tu peux pas leur reprocher d'aller sur des gros noms. C'est juste que ça paraît totalement irréalisable. Ouais, quand les gros noms sont pas les bons. Je sais pas. On nous promet. Enfin, on nous promet. Si tu signes Carapaz aujourd'hui, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Mais si on nous promet du Carapaz et du Quintana, on se retrouve avec du Greppel dont on sait qu'il peut plus gagner un sprint, qu'il avance plus, et un Barguil qui est chez lui en vacances en fait dans cette équipe. Donc il y a quand même un problème. Capitaliser peut-être sur des jeunes, capitaliser sur des jeunes pépites comme peut le faire Androni notamment. Je trouve qu'on fonctionne complètement à l'envers chez Arkea et cette dernière rumeur de Richard Carapaz en est la preuve ultime en fait. C'est catastrophique. On fonctionne de la manière la plus mauvaise possible pour l'instant. C'est cata. Donc voilà, on suivra tout ça. Robin, on a quand même passé pas mal de temps sur les news, donc garde toute ta salive, tu vas être frustré, ça va être très bien. J'espère que tu es chaud, on va passer au focus et on va parler de Richard Carapaz parce que vous en avez pas mal parlé dans Chronique du vélo. C'est l'heure du focus, on peut y aller. Richard Carapaz, équatorien, pas colombien, ça c'est important, c'est peut-être le plus important, 26 Même ans. si les drapeaux se ressemblent. Oui, exactement, leader du Giro, on le connaît finalement très peu, mais vous savez quoi, dans Roue Libre, on va vous le présenter. Robin, c'est à toi que revient cet honneur de nous le présenter. Et à quoi tu penses, quel adjectif tu penses quand on dit Richard Carapaz? Adjectif, je pense à humble, je pense à sûr de lui aussi, confiant.
Mais le premier mot qui me vient, ce sera sûrement guerrier. On le voit là sur cet article qu'on avait pu faire il y a un an sur la chronique du vélo, au moment de son premier Giro et de sa première victoire d'étape l'année dernière à Montevirgine. Parce que c'est un coureur vraiment qui a eu beaucoup de galères dans sa jeune carrière, même s'il a que, voilà, tu l'as dit, 26 ans. Il a eu beaucoup de péripéties. Un pays, l'Équateur, qui n'est pas développé niveau vélo comme peut l'être son voisin colombien. Donc il a eu peu de soutien de la part de son pays, peu d'infrastructures en Équateur. Il a souvent dû se débrouiller seul. C'est un garçon qui, tout le temps, dans ses interviews, parle d'apprentissage, d'apprendre auprès de grands leaders. Chez Movistar, il les a, avec Valverde, avec Quintana, mais il le rabâche tellement que ça ne peut être que sincère. Et finalement, malgré ça, c'est quand même un coureur qui a confiance en lui, qui est sûr de ses qualités, qui dit de toute façon le talent, des garçons qui ont mon talent, il y en a plein, ça suffit pas, il faut le travail en plus. Il le répète là aussi inlassablement. Donc c'est un mix, Richard Carapaz, entre l'humilité, entre la confiance en lui, la confiance en ses capacités, en ce qu'il peut faire dans une équipe Movistar qui pourtant a déjà des leaders. Il pourrait rester sagement en deuxième rideau, mais non, il est là, il prend ses responsabilités et on le voit sur ce Giro où il est leader, alors que clairement, je pense qu'il y a 2 semaines, ni Paul ni moi ne l'aurions pronostiqué. Ah bah d'ailleurs, non, vous ne l'avez pas pronostiqué parce que je le rappelle, vos favoris étaient Simon Yates et Tom Dumoulin. Mais personne ne vous en voudra. Et même mon favori de la Movistar n'était pas Carapaz, donc forcément on partait de loin, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Et au final, en plus, dans son histoire, nous on le découvre, il a 26 ans, mais quand il avait 20 ans, il a eu un événement important, c'est une chute. Est-ce que tu peux nous en parler de cette chute-là qui a failli briser sa carrière, Robin ? C'est ça, il avait 20 ans, il s'est retrouvé à l'hôpital et il pensait, lui, ce que lui disaient aussi les médecins, il pensait ne plus pouvoir jamais remarcher. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle d'un guerrier, parce qu'il s'est relevé de quelque chose de vraiment presque insurmontable. Et on parlait il y a quelques semaines, je me rappelle, d'Esteban Chavez, qui a eu des problèmes incroyables dans sa jeunesse, dans sa petite enfance, et qui a eu aussi une chute dramatique au Trofeo Laigueglia. Richard Carapaz, c'est un peu une histoire similaire, avec une chute qui aurait pu mettre fin à tous ses espoirs d'être champion cycliste. Et finalement, 6 ans plus tard, on le retrouve avec le maillot rose du Giro. Et là encore, ça rejoint, et je pense que ça l'a aidé dans sa construction à se dire, voilà, le talent, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faudra beaucoup travailler, il faudra beaucoup apprendre. Et c'est peut-être cet épisode-là qui l'a rendu aussi humble, malgré la confiance qu'il devait déjà avoir dans ses capacités. Donc on l'a dit, lui il est équatorien, pas colombien, et on peut le dire, Paul, en Équateur, c'est un très très grand événement de voir Richard Carapaz leader du Giro. Bah ouais, c'est fou. On en parlait en fait avec un suiveur de roue libre qui vit en Équateur et qui nous a parlé de Richard Carapaz. C'est assez fou. Il nous a envoyé les unes en fait après l'étape du Mortirolo, il me semble, les unes du pays en Équateur. On les voit là. C'est assez fou. Il se place. D'après ce Gildas qu'on salue, il est au niveau des footballeurs dans un pays où le pays ne vit que par le football. Ils n'ont qu'un seul médaillé olympique, champion olympique dans l'histoire, il s'appelle Jefferson Perez, médaillé olympique à Atlanta en 96 sur la marche à pied, leur UN Diniz à eux. Et d'après ce que nous disait Gildas, Richard Carapaz fait partie de ce gratin, de ce bota des coureurs cyclistes, des sportifs. Dans un pays où le cyclisme n'est pas du tout reconnu, comme vous l'avez dit, notamment en Colombie, en Amérique du Sud, c'est assez fou. Même si il vient de Carchi, le Carchi c'est une région qui est vraiment frontalière avec la Colombie, c'est de là dont lui vient son amour pour le cyclisme. Il n'était pas du tout prédestiné à ça, et dans un pays où on est en manque peut-être de grands sportifs, là en ce moment il paraît que niveau médiatisation et même au niveau du pays en lui-même, tout le monde regarde les courses, tout le monde écoute à la radio les exploits de Carapaz. Il se passe vraiment quelque chose d'énorme en Équateur en ce moment grâce aux exploits du coureur de la Movistar, et rien qu'en ça je trouve que c'est très beau quoi. Et très belle vue, celle du milieu est particulièrement belle. C'est vrai, je me baisse pour mieux la voir. Et il y a une particularité qui fait qu'il est équatorien et il va énormément s'entraîner en Équateur où il y a des sommets en altitude, etc. Nibali disait que c'était un des seuls à réussir à être fort au-dessus de, par exemple, 2000 d'altitude, Robin. Oui, tout à fait. Il a cette capacité naturelle à être bon quand on passe certaines altitudes. Et évidemment, pour un Européen comme Nibali, c'est plus compliqué. Et puis, il a aussi l'amour, je dirais, des conditions climatiques difficiles, Richard Carapaz. Il le dit lui-même, il aime quand il pleut, il aime quand il fait froid. Et sur ce Giro, il est servi. On voit les conditions dans la montée du Mortirolo. Si t'aimes le froid et que t'aimes la pluie, il n'y a pas mieux. Donc
Donc voilà, je pense qu'un coureur comme Nibali, on le sait, aime beaucoup la pluie, le froid. Mais par contre, les coureurs sud-américains, c'est plus rare. Ils sont souvent pas mal gênés par des conditions Oui, comme là, ça. lui, il est tout tranquille. Hein. Là, on l'a vu sur Exactement. l'étape du Mortirolo. Il était tranquille. Je pense que par rapport à un Miguel André Lopez, le Colombien, On en parlera. il est beaucoup plus à l'aise dans des conditions difficiles. Lui aime ça. Il dit que même il se force à aller s'entraîner. Quand il pleut, il fait exprès de sortir parce qu'il se dit que ça va l'entraîner. Donc voilà, il a une mentalité différente de la plupart des coureurs sud-américains. Et Ben, tu peux y aller pour le classement général du Giro, du coup, pour voir où aujourd'hui il en est. Il est leader du Giro, mais en plus, il a une belle avance. Très belle, 1,54 avant ces dernières étapes. On le rappelle, le Giro se termine dimanche avec un contre-la-montre à Vérone. Paul, est-ce que toi, Richard Carapaz, selon toi, peut résister à Nibali et à Primoz Roglic ? Richard Carapaz, son problème, parce qu'il en a quand même, il n'y a pas que des qualités, c'est que c'est pas un très bon rouleur. C'est même un rouleur assez médiocre, même s'il progresse. Le truc, c'est qu'à Vérone, il reste quand même un contre-la-montre d'une trentaine de kilomètres, il me semble. Non, 17. 17 17, ouais. Ouais, 17 km. 34, c'était le dernier, celui du milieu. Et puis surtout, c'est un contre-la-montre qui monte. Enfin, il y a une grande montée, bosse, au milieu du profil. Le contre-la-montre aurait été plat, j'aurais dit que son avance n'est pas assez suffisante. Surtout qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer encore. Il reste quand même 2 ou 3 belles étapes de montagne. Mais là, avec un contre-la-montre en bosse, on l'a vu très bien rouler sur le contre-la-montre du milieu de Giro, où derrière Roglic et Nibali, c'est lui le 3e favori à faire le meilleur temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est déjà aussi haut placé sur le classement général. Non, moi j'y crois vraiment. Il a montré aucun signe de faiblesse, il a l'air serein, il a la tête, il a les jambes, il a la meilleure équipe de ce Giro. Franchement, après, sauf s'il nous fait une Yates 2018, personne n'en est sauvé. Mais non, je pense qu'il va gagner. Et tu parles de Yates, moi justement, il me fait penser à Simon Yates sur ce Giro. Parce que sur toutes les étapes de montagne, il est là, Carapaz. Et il y avait eu l'étape de Lago Seru, la première arrivée au sommet, il reprend 1,20 aux autres favoris. À Courmayeur, là où il prend le maillot, où il prend quasiment 2 minutes à tout le monde. À Côme, il prend 25 secondes encore à tout le monde, sauf à Nibali, qui finit avec lui. Il reprend encore du monde à Ponte Delegno sur certains des favoris, pas tout le monde. Pareil mercredi, hier, à Antols, où il reprend une poignée de secondes, pas grand-chose. Mais encore une fois, il attaque pour aller grappiller des secondes. C'est exactement ce que faisait Simon Yates l'année dernière, aller grappiller à chaque fois que c'était possible. Et je pense vraiment, alors bien sûr, il peut avoir la même défaillance que Simon Yates l'année dernière, mais il reste maintenant 2 étapes de montagne. Donc si les autres veulent créer une défaillance chez Carapaz, va falloir se dépêcher. Et sur le contre-la-montre, je pense que s'il doit perdre le Giro, c'est pas sur le chrono. Parce que sur le chrono du milieu de Giro, t'en parlais Paul, il perd 1,55 seulement sur Roglic, sur 34 bornes. Là, il y en aura 2 fois moins. En plus, un profil vallonné. Profil vallonné, fin de Giro, 3 semaines dans les pattes, ça va davantage être sur la fraîcheur que sur les qualités de contre-la-montre. On voit sur les dernières étapes que Carapaz est celui qui a l'air d'avoir la meilleure jambe, contrairement à un Roglic qui, même si intrinsèquement est bien meilleur rouleur, il est parmi les 3-4 favoris qui restent encore de ce Giro, il est celui qui a l'air le moins en forme, celui qui rassure le moins. Donc je pense que ce chrono à Vérone peut nous surprendre au niveau des temps. Et si on veut faire craquer Carapaz, il faut s'y prendre avant, vendredi et samedi. Oui, parce qu'en plus, la montée sur le contre-la-montre de 17 km et pas une montée incroyable, c'est 5 bornes à 5% de moyenne, donc il n'y a pas des pourcentages incroyables. Voilà, le focus est terminé. On va maintenant parler du Giro, mais sur une question dont on commençait à parler. Est-ce que c'est un Giro de haut niveau, oui ou non? En plus, Paul et Robin, ils ne sont pas d'accord sur cette question, donc ça va être plutôt intéressant. On en parle tout de suite dans le débat. C'est parti. C'est une question que personne n'osait vraiment poser parce que voilà, c'est un peu froissé, corné l'image du Tour d'Italie qu'on aime bien ici dans Roue Libre. Mais voilà, c'est des questions qu'il faut se poser pour savoir si c'est une course de haut niveau, oui ou non. Et Robin, c'est quoi? C'est à toi que je vais donner l'honneur de commencer à répondre à cette question-là. Et bien sûr que c'est un Giro de haut niveau. Un grand Giro, c'est quoi? C'est un Giro où tu vibres, où il y a des grandes étapes, un scénario indécis et des grands leaders. Moi, j'ai vu tout ça jusqu'à maintenant. Des grands leaders? Bah oui, je trouve qu'on a des grands leaders. On a Nibali, on a Roglic, on a Mikel Landa et on est en train de découvrir avec Richard Carapaz un grand champion, un futur Cador qui va peser sur les grands tours, je pense, des prochaines années. Qui gagne ou pas ce Giro changera finalement peu de choses pour la suite. Il prend rendez-vous avec les années futures. Son équipe, Carapaz. Oui, mais il est en train de s'imposer justement comme ça. Froome en 2012, il n'est pas un grand leader et pourtant sur le Tour de France, il se révèle et il devient ce grand leader qui gagnera 4 Tours de France par la suite. Il faut bien un moment
on met le pied à l'étrier. Carapaz a découvert le Giro l'année dernière, c'est son deuxième Giro. Il est en position pour le gagner. On a eu des grandes étapes, on a eu des grands retournements de situation, parce que je me rappelle, il y a une semaine, on était sur ce même plateau et Roglic avait 3 minutes d'avance sur tout le monde, et on se demandait si le Giro n'était pas plié. Et on se demandait qui va bien pouvoir renverser ce Giro. Finalement, Roglic, il a perdu 2 positions et 6 minutes depuis. Donc moi, je trouve que ce Giro, il a été bien renversé. Et voilà, c'est pas parce que Carapaz n'est pas le vainqueur qu'on attendait qui rend ce Giro inférieur à d'autres ou qui rend ce Giro décevant. Justement, on est en train d'assister, et il faut en profiter, à l'avènement d'un futur coureur qui va peser sur les grands tours. On n'est pas sur une Vuelta remportée par Chris Horner, ça n'a rien à voir. Oui, alors là, tu utilises vraiment effectivement l'homme qu'on découvrait. Il faut pas confondre deux choses. Je dis pas que ce Giro n'est pas spectaculaire. Moi, on se régale et je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est un Giro magnifique. Moi, je parle du niveau intrinsèque de cette course. Moi, c'est plus cette question qui me taraude. On a du Carapaz en tête, mais derrière, à part la Movistar qui semble vraiment au-dessus, Landa et Carapaz sont pour moi les archi-dominateurs de ce Giro, et je pense jusqu'au bout. On a quand même une équipe Ineos qui n'a pas de vrai leader. Sivakov fait ce qu'il peut, mais le gars il a 21 ans, le pauvre, on va pas lui demander la lune. Chez Ineos, on a aussi Tao Geoghegan-Hart. Parce qu'à chaque fois j'oublie une syllabe du mot. et qui a abandonné, le pauvre. Je pense qu'il s'est fait la clavicule. Moi je l'avais vu à l'hôtel le soir où il a abandonné. J'étais à Saint-Vincent. Et Ivan Sosa, grosse déception. Je pense qu'on est d'accord pour le dire. On l'attendait vraiment rayonner en montagne comme on l'avait vu même ces derniers mois et ces dernières années, notamment sur le Tour de Burgos, où j'ai un souvenir où il fait passer Miguel Ángel Lopez pour moi, encore une fois, dans sa roue. Très déçu de l'équipe Ineos. Dumoulin qui chute, bon, ça, à la limite, c'est la course, c'est comme ça. Mais on perd quand même un leader. Yates, Lopez qui se rate d'une manière quand même assez terrible, parce que même si Lopez est pas loin, j'ai fait un beau visuel parce que je me suis intéressé à lui. Il est 27e après le contre-la-montre du milieu de Giro. Il a 6 minutes 18 ou 19 d'écart. Et aujourd'hui, je crois qu'il est 6e du classement général. Il a ce même retard. Il n'a pas repris une seule seconde. Donc même si il attaque beaucoup, ça pour le coup, on ne peut pas lui enlever ça. Ça participe aussi à ce côté spectaculaire de cette course. Mais Miguel Ángel Lopez, il est toujours au pâquerette. Oui, mais tu me parles de grands leaders, c'est pour faire quoi? Les grands leaders, c'est pour qu'ils se battent, c'est pour avoir une belle course. On veut pas des grands leaders pour qu'ils restent roue dans roue et qui s'attaquent pas. Une course de haut niveau, c'est ça la question. On veut que ce soit une course de haut niveau. Et moi, quand je vois un Carapaz surdominer les débats comme ça, et comme plus grand rival derrière Mikel Landa, qui est un de ses coéquipiers, qui va sûrement tout faire pour qu'il gagne le Mais Giro. Mikel Landa, on le connaît, il sort pas de nulle part. On sait depuis 3 ans que c'est un monstre en montagne. La Movistar, il n'y a aucun problème. Moi, je te parle du reste. Simon Yates. Oui, mais si on a la révélation de Carapaz, c'est quoi le problème? Si on a la révélation de Carapaz, c'est quoi le problème? Yates, il se plante, on est d'accord, mais l'année dernière, on en a d'autres qui se plantent. L'année dernière, on a un Miguel Ángel Lopez. Alors oui, il finit 3e, mais par contre, il ne sert pas au spectacle de la course. Il sert à rien. Qu'est-ce que va faire, ou qu'est-ce qu'aurait fait un Carapaz sur le Tour de France, par exemple, dans une course où, pour le coup, peut-être beaucoup plus canassé, beaucoup plus tactique, beaucoup plus fermé, mais avec les meilleurs coureurs du monde? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, le Tour de France, moi, j'ai jamais trouvé ça plus intéressant à suivre que le Giro, parce que les dernières années, c'est verrouillé. Et moi, je préfère voir un Giro. L'année dernière, sur le Giro, on a une édition exceptionnelle, on est d'accord là-dessus, mais on a une étape de Bardonecca qui fausse quand même un peu notre jugement, parce que c'est sûrement l'étape de la décennie. Et à côté de ça, on a de très belles étapes, mais qui ne rentrent pas non plus dans la légende. Mais l'année dernière, on a 4 hommes qui se battent pour ce Giro. On a Froome, on a Yates, on a Dumoulin, on a Pinot. Parce que Lopez, pour moi, il est hors catégorie. Il vient faire sa place, mais en jouant placé sans se battre. En 2017 aussi. Voilà. Mais cette année, on en a combien? On en a 4, voire 5. On a Nibali, on a Roglic, Landa, Carapaz, voire Lopez, qui on est d'accord sur les derniers jours. C'est un peu meilleure course. Envoie Lopez, 4 et 4. Chaque année, on a 4 leaders qui se battent. Alors, on remplace Pinot et Dumoulin par Roglic et Nibali. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'on y perd au change. Mais après, oui, on n'a pas Froome. Mais c'est pas juste parce que Froome n'est pas là que c'est pas un grand Giro. Non, mais c'est pas ça. Moi, je parle on est d'accord sur le côté spectaculaire et sur le fait que ce Giro est vraiment... Qu'on soit d'accord, ce Giro est vraiment un super Giro à suivre. Mais encore une fois, on le voit derrière. On n'a pas Thomas, on n'a pas Froome et on n'a pas Bernal aussi, à l'image de Dumoulin, qui a chuté avant le Giro et qui n'a pas pu y participer. Roglic, moi je veux bien, ça c'est un grand leader. J'avais l'impression qu'il était programmé pour gagner cette course. Finalement, tu vois qu'il n'est pas. Mais c'est quoi une grande course? C'est une course où le favori il gagne? C'est une course où les favoris sont de très haut niveau et où il y a les meilleurs du plateau. C'est ça que je veux dire. Et là, moi, j'ai l'impression que dans ce Giro, même s'il y a énormément de spectacles, même si on se régale chaque étape après étape, j'ai l'impression qu'on n'assiste pas
à une course entre les cadors. Mais en fait, tu es en train Sur le d'assister sujet. à l'éclosion de Carapaz. Mais donc, si tu enlèves Carapaz, toutes les étapes, L'éclosion, tu aurais on Nibali et le sait. Roglic qui se battraient si tu n'avais pas Carapaz. Puisqu'il t'enlève le meilleur T'as coureur. l'impression Et que- du coup, ça deviendrait une bataille. Ils auraient le même niveau, mais tu aurais l'impression que ils seraient les meilleurs. Même s'ils sont nuls, juste le fait que ce soit eux qui se battent, ça t'aurait convaincu. Non, moi je pense que tu cites Nibali et Roglic. Nibali, c'est quand même un Nibali à son niveau. Tu sens, le problème c'est qu'il a plus ses jambes de 20 ans. Moi, je le Et vois il faire est- dans le il est à Mortirolo son une niveau. attaque. Dans la descente Ouais, la veille, je le vois encore hier- attaquer. et encore hier, tu sens quand même que Nibali, il va être trop juste. Mais pourtant, c'est dommage parce que il a très bien préparé son affaire et je pense qu'il avait cette expérience pour pouvoir réussir, notamment dans un Giro pas de très haut niveau. Et Thibaut Pinot l'a dit au téléphone là, sur la chaîne L'Équipe dans un débrief d'une étape. On lui pose cette question un peu bateau, mais Thibaut Pinot, ce Giro, il aurait pu être pour toi. Thibaut Pinot, instinctivement, il répond oui. Parce que je pense que lui aussi a eu cette impression de se dire Mais Pinot, c'est un mec qui joue le podium. c'est pas un Giro de très haut Non, niveau. c'est faux. Pinot, c'est un mec qui joue le podium sur les grands tours. Évidemment qu'un un grand tour où il est pas, finalement, évidemment qu'il aurait pu y jouer le podium, voir la gagne. Il le regarde, il l'explique aussi par un autre argument pour moi. Il dit oui, ça aurait pu se faire parce que c'est une course débridée. Ça, spectacle, rien à dire, ça c'est cool. Encore une fois, on parle pas de ça. Mais parce qu'il n'y a aucune équipe qui maîtrise son sujet, il n'y a que des équipes faibles. Mais ça rend pas Mis le à part Giro la faible. Movistar, avec Ça- des Carretero et des Non mais par Pedrero, contre, des Amador qui régalent. quand il y a Ineos par exemple sur le Tour de France qui va contrôler la course, ça permet à des leaders de s'imposer même sur des victoires d'étape. Là, à part Carapaz, les leaders ne gagnent pas sur ce Tour d'Italie. Et Oui, parce que la est-ce course que est ça dure fait à pas sa maîtriser. spécificité aussi à ce Tour d'Italie? Mais ça a toujours été un peu le cas. Alors déjà, sur les arrivées au sommet, c'est quand même souvent les favoris sur le Giro historiquement, c'est les favoris qui se battent. Sur des arrivées, sur des étapes qui n'arrivent pas au sommet, c'est toujours plus difficile à maîtriser parce que les échappées savent qu'elles ont davantage de chances d'y aller. Et après, moi, je comprends la Movistar. La Movistar, ils savent pas défendre un maillot de leader. Ils l'ont jamais fait. La seule fois où ils l'ont fait, c'était sur la Vuelta quand Quintana gagne. Je crois que c'était pour ça, 2014. mais ils le font de manière parfaite. Voilà. C'est pour ça que je Tu trouve peux pas- que Et c'est d'ailleurs tu peux pas la le seule reprocher. équipe qui a un leader qui a gagné C'est ça. une étape, c'est Richard Carapaz. Mais après, les autres vainqueurs d'étape, des autres vainqueurs d'étape, Nance Peters, Giulio Peters. Ciccone, Dario Cataldo, Ilnur Zakarin, Cesare Benedetti. Oui, Voilà, mais Paul, parce est-ce que que toi, ces ça te équipes peuvent gêne pas de ne pas avoir maîtriser. de grands leaders qui gagnent des étapes? Non, ça c'est des circonstances de course. Tu as cité en plus Zacharine qui gagne plus ou moins à la pédale en anticipant. Non, pas du tout. En Il plus, anticipe, d'ailleurs. Non, non, il anticipe, il était avec Bauke Mollema, il était dans l'échappée. Non, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien voir si il y a une course avec une échappée, la course pour la victoire d'étape et une course derrière avec les leaders. Non, ça pour le coup, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, et encore, je me répète, c'est que j'ai cette impression, moi, et comme je l'ai expliqué, d'avoir un Giro au niveau de la bagarre entre les favoris, pas d'un très haut niveau, avec des leaders manquants, que ce soit Mais est-ce que ça parce qu'ils changera n'ont pas ton- été sur la course ou que ce soit parce qu'ils ne répondent pas au niveau performance sur cette course. Et voilà, mais c'est vraiment pas contre Richard Carapaz. Est-ce que ça changera ton point de vue si Carapaz, dans 2 ans, a remporté un Tour de France et une Vuelta? Tu te diras forcément autre chose au regard de ce Giro en te disant c'était l'éclosion de Carapaz et il gagne devant des cadors qui sont Nibali, Roglic et même Landa. Il aura gardé Landa dans un statut de grégario de luxe alors qu'au départ c'était pas ce qui était prévu. Le dossard 1 il est sur le dos de Landa. Donc il est allé lui-même chercher ses responsabilités. Je veux dire, il a rien volé Carapaz, il a pas Mais fait. oui, mais c'est c'est pas pas- David c'est- Arroyo, c'est il a pas pas le- fait une donc échappée qui lui donne Pour toi, Robin, avoir un Mollema 5e, avoir un Maïka 7e, avoir un Simon Yates dans une forme catastrophique qui est 8e, est-ce que c'est pas signe d'un Giro qui n'a pas un très Mais ça grand arrive, niveau? ça arrive tous les ans, ça malheureusement sur le Giro ou sur la Vuelta. Alors encore pire sur la Vuelta, mais restons sur le Giro. Le top 10 est toujours garni de quelques noms qui sont malheureusement, je sais pas si c'est malheureux, mais qui sont pas des très très grands noms. Parce que sur le Giro, on a tous les ans 5, 6 favoris, gros favoris qui viennent. Mais qu'ils sont pas tous à l'arrivée, c'est normal, voilà. Et l'année dernière, c'est Yates qui se prend un éclat, c'est Pinot qui termine pas la course, et du coup, on en perd 2 avant l'arrivée. Voilà, cette année, c'est Bernal qui vient pas, Dumoulin qui saute en première semaine. C'est les aléas de la course et de l'avant-course, mais ça rend pas ce Giro moins intéressant et moins grand. Et je pense que dans certaines années, dans quelques années, on se rappellera de ce Giro comme étant un Giro impressionnant, spectaculaire et d'un grand Giro, comme on se rappelle du Giro 2010, malgré une bataille qui était
inattendu entre Basso et Arroyo parce que Arroyo avait pris le maillot sur l'échappée à l'Aquila et que Basso a mis du temps à le récupérer. On se rappelle aujourd'hui de ce Giro comme un des beaux Giro des années 2010. Il récupère un Mortirolo d'ailleurs, j'ai lu ça dans un excellent papier de chronique du vélo. Il reste quelques étapes quand même, Paul. Est-ce que toi tu laisses une chance encore à ce Giro pour voir si oui ou non il sera de haut niveau? À partir du moment où on prend le parti de dire que ce Giro n'est pas de haut niveau, ça va pas aller en s'arrangeant avec les jours qui viennent. Mais encore une fois, je répète, on ne parle pas du côté spectacle. Hein. Moi, je me régale vraiment devant ce Giro. Et justement, ce fait que cette course soit débridée, que certains leaders, beaucoup de leaders ne déçoivent, que d'autres s'affirment comme Carapaz, ça donne vraiment une course magnifique. Mais encore une fois, je ne suis pas déçu parce que justement, la course est belle, mais je me pose la question du réel niveau de ce Giro. Et pour moi, je trouve que, de par je te l'ai dit déjà, Ineos qui n'est pas là, Yates Lopez Miguel André Lopez dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, qui fait partie de ces leaders-là, qui ne sont pas à leur niveau, comme les Simon Yates, comme les autres. À l'image de Yates, il a pris un énorme éclat dans son contre-la-montre où il faisait froid, il pleuvait, et où ils n'ont jamais su trouver leur rythme. Et oui, ça fait partie aussi des choses qui font que j'ai l'impression que ce Giro est quand même pas du meilleur niveau. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus comme Paul à voir le côté négatif, à voir des leaders comme Yates et comme Lopez qui ne sont pas à leur niveau, ou plus comme Robin qui est content de voir de nouvelles têtes comme celle de Richard Carapaz qui font que ce Giro est spectaculaire. Dites-nous dans les commentaires, on adore lire vos commentaires Joseph. tout le temps. si ce Giro est... Giro il est spectaculaire. Est-ce qu'il est de haut niveau? C'est ça ma question. L'un peut impliquer l'autre on peut en redébattre dans une autre émission. Donc c'est pour ça que je vais lire les commentaires aussi de nos rouleurs. Je vais me faire défoncer. Pour savoir ce qu'ils en pensent. Voilà, le débat est terminé. On va passer aux bonifications parce que deux hommes ont brillé en remportant des étapes et on en parle tout de suite dans les bonifications. C'est parti. Il y a un homme particulièrement qui nous a régalé, qui m'a régalé, voilà je vais le dire, c'est Giulio Ciccone qui a fait une célébration incroyable en gagnant, en balançant ses lunettes, franchement, il a balancé 200 € dans les airs comme ça. Robin, c'est ta bonification. Il a fait 1 euro dans le public, ouais, Giulio Ciccone, prononcé, j'ai pas la prononciation italienne exacte, mais on essaye, on fait l'effort, voilà, qui a gagné une très très belle étape, et ce coureur, 24 ans, première saison en World Tour chez Trek, jusqu'à l'année dernière il était chez Bardiani, et ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. On a vu dans le final, il s'est énervé parce que Jan Hirt, qui était avec lui, ne roulait pas. Furieux. Voilà, il était fou furieux. Vraiment, il avait envie de l'enterrer. Il a essayé de l'attaquer, mais 50 fois pour le lâcher et finir tranquillement tout seul. Il n'y est pas arrivé. Il prenait pas un relais. Hirt, à part dans les 2 derniers kilomètres où il s'y est remis. Et j'ai aimé finalement, il s'est énervé pour rien, Ciccone. Il aurait pu perdre la course à cause de ça. Mais j'ai aimé ses imperfections, j'ai aimé ses erreurs finalement dans le final. Il a couru presque comme un amateur, mais voilà, il courait au feeling, il était plus du tout lucide dans tout ce qu'il faisait, mais moi ça m'a régalé. Il était frigorifié, je me suis dit avant le sprint qu'il allait se faire déposer au moment où Hirt allait lancer. Il claquait des dents, il y avait une image sur la chaîne de l'équipe au ralenti, le gars claquait des dents. Et finalement, voilà, il est à domicile, il avait la hargne, il l'avait tellement énervé Jan Hirt que finalement ça lui a servi, il a mis tout ce qui lui restait dans les cuisses et il le lâche bien, il lui met quelques vélos d'avance. Il se relève quand il lance ses lunettes et tout, je me suis dit, il se relève super tôt, hein. Il reste 20-30 mètres, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait? Et finalement Hirt était cuit heureusement, mais voilà, il a fait un beau final et moi il m'a fait vibrer pendant une petite demi-heure devant la télé. C'est vrai qu'il a été exceptionnel, toi aussi tu l'aimes bien Giulio Ciccone. Ouais, bien sûr. Il y a une justice. Au début du tour, je me demandais, on le voit échapper dès la première étape. Je me dis merde, c'est quand même un mec dont j'espérais peut-être le voir sur le classement général, etc. Première étape, en fait il avait un objectif clair, net et précis, c'était de récupérer ce maillot de meilleur grimpeur. Et il est encore un peu en danger, il a que 200 points d'avance. Non, il l'a cédé un de ses coéquipiers le temps d'une journée, puis il l'a très vite récupéré. J'étais un peu inquiet au début, puis là je le vois courir vraiment de manière magistrale en fait. J'aurais bien aimé que Valentin Madouas fasse ce Giro. On en reparlera, mais plutôt que d'aller courir Giro, plutôt se battre pour ce maillot-là, tu veux dire? Un Giro où on vise les victoires d'étape. Il sera allé dans les échappées. Voilà, aller un peu plus dans les échappées. Bon, il l'a fait, tu me diras. Mais là, je trouve qu'il se grille en essayant de défendre un top 15 en grand tour. On en parlera. Mais Ciccone pour le coup, régale. Franchement, bravo à lui. L'étape du Mortirolo, en plus avec cette descente, elle va rentrer dans la légende. Il a gagné une étape de légende. Et c'est vrai que l'étape du Mortirolo, à la fin, c'est Jacopo Guarnieri qui racontait que le técho qu'on leur a donné, il se faisait mis sur les jambes tellement il était frigorifié. Ça va piquer un peu en vrai. Moi, je l'aurais pas fait. Hein. Ouais, il y a Alex Ramos qui a raconté qu'il était passé tout près de la mort parce qu'il a fait une crise
une crise d'asthme, qu'il est tombé dans le ravin, qu'il est reparti, il a fini. Enfin bref, étape du Mortirolo, incroyable. L'autre bonification, c'est Nance Peters qui, lui, le lendemain, a gagné une étape, Paul. Ouais, Nance Peters, magnifique. Déjà, son Giro, il était déjà réussi. On le voit, il avait réussi à avoir le maillot blanc de meilleur jeune pendant 3 jours. Là, pareil, une semaine plus tard, il repart dans une échappée face à des gros coureurs, des grands grimpeurs. On parle de Chavez, on parle de Formolo. C'est quand même pas des enfants de cœur, c'est pas des peintres. Il attaque au meilleur moment. Et quand je le vois attaquer c'est à 16 km de l'arrivée, dans une partie montée, faux plat, assez roulant. Puis tout le monde se regarde derrière. Et là, je me dis, et tout le monde se le dit sur le plateau aussi, sur la chaîne équipe, tout le monde se dit tactiquement, c'est l'endroit parfait. Les mecs vont se regarder derrière, il va vite prendre beaucoup d'avance. Après, les jambes, elles répondent ou elles répondent pas. Les jambes, elles étaient excellentes pour Nance Peters hier. Niveau tactique, c'est du tableau noir, c'était nickel. Bravo à lui, félicitations. Vraiment, je pense que c'est la journée du Giro qui m'a donné le plus d'émotions. Et pourtant, on a eu des belles étapes, notamment le Mortirolo. Mais hier, j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions en le voyant gagner Nance Peters. Effectivement, comme tu disais, il a porté ce maillot blanc. Donc Giro réussi pour Nance Peters. C'est la fin d'émission approche, et qui dit fin d'émission dit quiz. La semaine dernière, il a été remporté par Paul à la dernière question grâce à Sylvain Calzati. On va voir s'il garde son titre aujourd'hui. C'est parti pour le quiz. Alors ce quiz avec ce synthé qui va s'afficher, est-ce que Robin et Paul vont surfer sur la vague? Paul met ses lunettes, poker face, on va voir si voilà, l'italien est de retour avec nous. On peut y aller pour les qui suis-je, Ben et Erwan. Pour les qui est, comme d'habitude, on cache un visage et vous devez le trouver. Et chez vous, on va voir si vous êtes capable de le trouver avant Paul et Robin. Ce n'est pas Petacchi. Basso. Ce n'est pas Basso, donc coureur de la face à Bortolo, qui est donc un Italien et qui a un prénom d'électroménager. Hein? Ah. Mais j'ai même pas c'est un Seb, ça, c'est un Seb. J'ai même pas les. Il a un prénom d'électroménager. Il y a un truc d'électroménager dans votre cuisine. Et ben lui, son nom de famille, c'est ça. C'est pas une marque, c'est un produit, quoi. C'est un produit. Ça n'a aucun Dario sens. Frigo, Polo. Les indices n'ont aucun sens. Oui, les indices n'ont aucun sens, c'est vrai. Tu sais que j'allais le dire, mais je pensais au prénom. Et tu sais, je pensais à Frigo et moi, j'ai pensé au produit Seb et je cherchais un Seb quelque chose. Pour Seb, là, tu m'as perturbé. Un Seb dans une équipe italienne. 1-0 pour Polo, bravo. Très fort en frigo, Polo. Deuxième qui est... Cipollini. C'est pas Cipollini. C'est encore un Italien. Petacchi. Bartolami. Ce n'est pas Petacchi, ce n'est pas Bartolami. Ça finit de la même manière, par un I. Tafi. Garzelli. Non plus. Avec des Simoni. initiales. PS. Savoldelli. Paulo Savoldelli. C'était très rapide. Un partout. Voilà, quand il courait encore sans casque sur les contre-la-montre. Voilà, c'était un autre temps, mais qu'on aimait bien en fait, parce que ça permettait de voir la tête des coureurs. C'est vrai. Mais bon, j'avais un doute, quand il tombe, vaut mieux ne pas voir leur rouleur. tête. Ouais, on aurait dit un gros rouleur, j'avais pas compris que c'était un grimpeur. Ouais, et bah ouais, mais j'aurais jamais dit que t'as vu ses cuisses, il roulait pas mal aussi. Troisième qui est Michael Valgren. Non. Igor Anton. Non. À toi, Polo. On rappelle, ça fait un partout dans ce quiz. Ben O'Connor. Ben O'Connor, Polo, bravo. Ah, il est fin. Petit grimpeur fin. Ce qui fait 2-1. Il a des bras. Assez décevant d'ailleurs sur ce Giro. Je savais même pas qu'il était sur ce Giro. Oui, décevant parce que j'en avais quelques attentes. Et... il a fait un très bon Giro l'année dernière. 2-1 pour Paul. Voilà, Erwan et Ben. Pantano. Non, ni l'un ni l'autre. Erwan et Ben ont balancé ça. Ils vous ont reconcentré, les gars. J'ai vu à quel point vous aviez les crocs. Il est pas facile, hein. Irizar, bravo. Qui a pris sa retraite. Je me suis concentré. Je l'ai sorti de loin. Voilà, vous causez, mais ça va vite. Moi, je suis là pour gagner. Les gars. Champion. Ça fait 2-2. C'est serré aujourd'hui. Ulissi. Ce n'est pas Ulissi. Dan Martin. Ce n'est pas Dan Martin. Attention, indice. Arou? Non, c'est pas Arou, il n'y a pas les C'est un coureur qui a porté le maillot rose. Polanc. Bravo. Oui, ça pouvait être Conti. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'elle disait ça. J'attendais qu'il y en ait un qui dise l'un et l'autre qui dise l'autre.
Ça fait donc Robin qui, à la fin de ses quies, prend le 3-2. leadership. Ça va donc se décider, on va voir pour le. Attends, il y a 3-2 ou 4-2 là? Il y a 3-2. Ok. 3-2, d'où tu vois un 4. Je sais pas, j'avais un doute. C'est incroyable ça. Voyou. Ouais, c'est un voyou. C'est un voyou. Je suis le Fred mon cassin des quiz. Qui suis-je? Les qui suis-je qui sont aujourd'hui faits par Erwan, qui nous a un rouleur, qui m'a envoyé des qui suis-je. Donc voilà, Ça, faut faire une annonce. Tout le monde va en envoyer. On va faire une émission. Il y a que des qui Il suis. y aura que des qui suis-je de rouleur. Exactement, ce serait génial. Moi, j'adorerais. Alors, qui suis-je? Fait par Erwan. Je suis né Je en sens que ça va être archi 1980. Ça va être archi quoi? Je sens que ça va être archi dur. Ouais, il est dur. Je suis né en 1980. Ancien grand espoir du cyclisme, j'ai côtoyé de nombreux champions tels que Tom Bonnen ou encore Oscar Sevilla et Andreas Klöden. Mon palmarès est quelconque mais insuffisant. Gardman. Ce n'est pas Gardeman. Putain. Mais C'est le Dryers. insuffisant par rapport à mes qualités. C'est le Dryers. De quoi? C'est le Dryers. C'est le Dryers, non, excuse-moi. J'ai gagné le Tour d'Allemagne 2004, le Tour de Romagne 2007. Wegman. Ce n'est pas Beckman. Tu m'as fait Et quelques places d'honneur dans les classiques comme Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne. Ah, On misait beaucoup sur moi dans ma jeunesse. Marcus. Non, ni l'un ni l'autre. C'est à lui que tu penses. Oui. On misait beaucoup sur moi dans ma jeunesse, mais un événement est passé par là. J'ai été contrôlé positif en 2007, Ah bon? ce qui a entraîné la fin de diffusion pendant mes nombreuses années de ma chaîne nationale du Tour de France. Ah, c'est un Allemand. Passé par la Quick Step, la Quick Step David Amon, la T-Mobile, puis des équipes allemandes. Je suis allemand Ouais. Attends, on les a tous fait les Allemands à Fauten. cette époque-là. et je suis Patrick. Sienkiewicz. Patrick Ah Kinkevich. Bien vu. Ah là là. Bravo. Ah, il nous manquait que Paul. lui. Vous l'avez tous fait. Ouais, vous les aviez tous fait, Très il manquait bien que vu. lui. Bah, ça fait 3-3. Donc on va encore avoir une dernière question Ah, c'est tendu. Hein. décisive avec ce dernier qui suis-je. Les choses sont bien. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je remets les lunettes. De toute façon, à chaque fois qu'il n'y a pas égalité, il compte double ou triple le truc. Arrête. Ouais, mais là c'est réel. Là, c'est là. pour de vrai. Ouais. J'ai 49 ans et je suis désormais à la retraite. Ah bon? Une carrière de 10 ans tout de même. Je n'étais pas le grimpeur, le meilleur grimpeur, ni le meilleur sprinter, mais j'étais un homme de bons coups. Ponctuellement, j'étais bon. 9 victoires à mon palmarès, mais ces victoires sont relativement prestigieuses. À mon actif, une victoire sur le Tour de France, notamment. Souvent, dans les échappées, Jens j'ai eu Voigt comme équipier, Il a, ce n'est pas Jens il a Voigt. plus gagné, Jens Voigt. J'y pensais aussi. Dans les échappées, j'ai eu comme équipier Benoît Salmon ou bien Juan Miguel Mercado. Oh là là. Le Tour de France, cette fameuse étape, c'était entre Tours et Limoges, en solitaire avec Marcel Woust et Eric Zabel, et surtout, ma plus belle victoire est le Tour de Suisse en 1997. D'ailleurs, je suis le dernier de mon pays à l'avoir remporté. Oh là là. Passé par la Casino AG2R et Agrituel, j'étais un baroudeur et mon nom de famille compte double au Scrabble. Ça, je vérifierai, Erwan, je n'en suis pas certain. Qui suis-je? Casino et Agritubel. Oh là là. Belle, Non mais là, Baroud. là franchement, moi il me faut beaucoup plus d'indices. Ouais, ouais. Si, attends. Alors, du coup, je vais aller en Sauf si chercher. t'étais à Limoges ce jour-là, sur le Tour de France, quoi. Mais j'étais pas. Non, moi non plus. Jamais allé à Limoges. Ah, Alors, je suis français. Ok. Oh là là. Non, mais là, c'est. Il est très très costaud celui-là. Déjà Sienkiewicz, il Hey n'était pas Ouais. donné. Alors, je vais vous donner ses initiales parce que là, je ne trouve pas plus d'indices sur lui. On a C'est tout dit. hein. CA. CA. Mais il est très compliqué. Hein. Celui qui le trouvera sera Ça, très ça, heureux c'est de le un, trouver. c'est un Christophe ça. Ouais, je pensais à Christophe, mais si c'est pas un Christophe, on est un dur en erreur. C'est Christophe Amoro. Il a participé à 5 Tours de France et il a terminé 31e en Mais 1998. attends, c'est qui ce mec-là? C'est Attends, on nous fait Christophe Ah, A.
Oui, ouais. C'est vrai, je t'ai donné le nom. Ouais, les gars, désolé, je vais devoir en trouver un autre. C'est Christophe Agnolouto. Oh là là. c'est Jamais. Christophe Dans Agnolouto. aucun monde, je ne l'aurais eu. Ah, moi non plus. mais Hein. attends. Ah, j'ai 2 heures prévoyance. Ah ouais, oh là là. Ouais. Ah non, je l'aurais Bah, voilà. jamais de la Et vie. vous savez quoi? Et Voilà. on a été sévère. Hein. Il n'y aura, on va faire un dernier Oh, parce merci à qu'évidemment, Erwan, on va pour ce- jamais rester pour ceux qui sur suivent le celui-là. Ah Et là voilà, Allez, fais-nous Christophe un petit Agnolouto. rapide, là, Joseph. Et c'est pas parce qu'il est difficile qu'il n'a pas le droit de passer dans Ah, le mais bien dans le sûr. qui suit. Alors, Bravo, un Christophe, rapide hein. parce que ça fait un moment quand Victoria même qu'on a Limoges. commencé l'émission. Je suis une personnalité très importante de ce Tour d'Italie. Je suis du même pays que le dernier vainqueur du Tour de France. Mon Hugh équipe, Carty. oh là là, rien à dire. Hugh Bien joué. Carty, bravo Polo. Félicitations. Voilà, En Hugh plus, Carty, en tant qu'admirateur coureur de 24 ans de l'EF Drapac qui est actuellement 13e, non pas 13e, il est 16e du Tour d'Italie, mais il est toujours avec les favoris. Il a eu du mal en Il est début gallois. de Giro. Mais là, Il est gallois. Voilà. Hein Il est gallois. Il est gallois. Bah, Geraint Thomas est gallois. Moi, je l'ai. Ah, pensais on est pas. sur britannique. Grande-Bretagne. C'est pour ça. Ok, c'est annulé. Donc voilà. Bon allez les gars. Bon. On va se retrouver. C'est vrai, mais on peut être comme ça. Je l'avais pas préparé, mais bon. Bravo Cartier, Paul pour cette victoire. Merci. Et évidemment, on se retrouvera. Tu nous confirmes Paul pour le bilan évidemment Alors, du Giro la semaine Avec, prochaine. je l'espère, Tu t'es Gaëtan décoiffé, Scherer, envoyé spécial l'équipe qui sera avec nous pour parler du Giro, qui l'aura suivi pendant 3 semaines. C'est vrai qui a fait tout le Giro là-bas. C'est qui s'est J'aurais bien aimé régalé. le croiser, mais j'ai pas pu le croiser à combien. Bah voilà. C'est un Mais bon tu le ami. croiseras ici sur le plateau Apparemment, il parle italien depuis qu'il est revenu. Ah bah, on va voir, on le testera, on lui fera un petit questionnaire italien. Donc bah voilà, vous avez le plateau pour la semaine prochaine. On espère que vous serez présents. Nous, on sera au rendez-vous. On est très pressés de vous retrouver. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Génial.